Merci. Pardon. Écoutez, je vais appeler pour cette table ronde de clôture les personnes qui doivent m'entourer pour intervenir. Excusez-moi parce que je n'avais pas prévu que ça démarre si vite, mais on va y aller. Laurent Dulot, directeur général des Caviars Sturgeon et par ailleurs président de l'ARIA Nouvelle-Aquitaine. Est-il là? Il semble qu'il n'est pas là. Peut-être qu'on commence trop tôt. Bien. Philippe Briffaut, cofondateur et directeur commercial de UG. Lui, il est là, je le sais. Laurent Foiry. Qui est donc cofondateur de Spring Invest. Philippe Jourdan. Ils se représenteront associés fondateurs de Promise Consulting et par ailleurs professeur des universités. Ici. Cyril Carayon, qui est responsable des relations PME chez Alchemix. Ah oui, excusez-moi, le canapé est prévu pour 3 personnes. Alors, ils ont décidé de vous serrer, je suis désolé. Non, excusez-moi, je préfère, parce que j'ai un ordre. Je suis désolé. Voilà. Et puis pour terminer, Éloi Choplin, que vous tous ici maintenant connaissez bien, mais je rappelle pour nos internautes, peut-être que certains n'arrivent que pour cette table ronde, que nous avons maintenant sur Fodali un forum augmenté, donc qui est suivi sur fodali.com et sur lequel les internautes peuvent intervenir, soit directement par le chat, soit par Twitter. Et Éloi se fait leur porte-parole en relayant leurs questions, leurs interventions, leurs commentaires. Mais je précise évidemment que vous qui êtes ici êtes prioritaires, hein, et donc n'hésitez pas à intervenir, à me faire des signes. Je ne vois pas forcément très bien, mais un bon signe permettra de visualiser. J'espère aussi qu'il y a des personnes qui pourront vous passer des micros. Je ne sais pas où elles sont. Encore une fois, comme on commence avec un peu de... oui, mais enfin ça c'est pour vous les micros, ne vous inquiétez pas. Voilà. Écoutez, on va faire un premier tour de table. Déjà, pour présenter de façon un peu plus précise chacun. Écoutez, on va commencer par vous, Monsieur Briffaut. Yoji, que peut-être ceux qui ont fréquenté Fodali par le passé connaissent, puisque vous étiez présent, je crois, il y a 2 ans au moins. Hein. Et donc voilà, donc quelques mots sur vous, sur Yoji, indépendamment de notre sujet du jour. D'accord. Bonjour à tous. Donc, Yuji, on est un petit peu les régionaux de l'État puisqu'on est basé à Agen, donc pas très loin d'ici, sur le site de l'Agropole. Yuji existe depuis septembre 2012 et commercialise des produits depuis mai 2013 qu'on fabrique nous-mêmes. Yuji, c'est quoi? C'est l'aventure un peu folle de vouloir créer en France une société dans l'industrie agroalimentaire à destination de la GMS en s'attaquant à Danone et Nestlé. Donc quand on s'est dit ça, on se dit qu'il faut forcément un concept qui soit un petit peu rupturiste et surtout qui intéresse les consommateurs, parce que sinon on va pas très loin et on dure pas très longtemps. Donc Yuji, c'est la révolution dans l'assiette des bébés. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais on a choisi de rompre les codes. En fait, ça fait plusieurs dizaines d'années que les aliments pour bébés sont des portions repas. Donc on vous vend une portion qui est adaptée à un bébé moyen et qui a été stérilisée. Pas le bébé, la portion repas. Et du coup, les parents sont un petit peu déçus parce que le goût, la naturalité et leur implication sont très éloignés de ce dont ils rêvent pour leur bébé, c'est-à-dire le fait maison. Sauf que quand on travaille, on n'a pas toujours le temps de faire la purée pour les bébés soi-même. Donc voilà, donc c'est un gros marché, 350 millions d'euros en France, 95% des ventes en grande distribution, sauf que c'est un marché qui est en baisse. Donc nous, on a choisi de rompre avec tout ça. On s'est dit, il faut redonner du goût.
Donc on va cuire à basse température, on va essayer de mettre que des légumes dans les recettes. Et puis plutôt que de faire des portions repas, on va travailler la portionnabilité. Et pour faire ça, on a choisi une technologie que tout le monde connaît, c'est la surgélation. Donc aujourd'hui, Yuji, c'est ce que j'ai entre les mains, c'est-à-dire ce sont des galets surgelés pour nourrir facilement son bébé avec des purées de légumes ou des galets de viande et de poisson. Donc quelque chose qui a un goût très très proche du fait maison, qui est fabriqué uniquement avec des ingrédients bio, d'où la naturalité que cherchent les parents, et tout se présente sous forme de portions, donc vous pouvez doser facilement en fonction des besoins de vos enfants. Voilà. Et notre problématique en termes de distribution, elle est liée au produit, et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est qu'aujourd'hui, la grande distribution, elle vend des aliments pour bébé au rayon aliments pour bébé, sauf que ce sont des produits d'épicerie, donc il n'y a pas de meubles surgelés, et à l'inverse, elle a des meubles surgelés dans un rayon surgelé, mais les consommateurs n'y sont pas, puisqu'ils sont habitués à acheter leurs aliments pour bébé dans un rayon dédié. Voilà, en quelques mots. Et donc il vous a fallu faire installer des meubles de surgelés au rayon épicerie. Voilà, et donc dans le business model de Yuji, qui est pas simple en termes de rentabilité, on arrive vers les distributeurs en leur disant, écoutez, nous, on pense que pour l'instant, il faut aller se mettre dans le parcours client, et donc au rayon bébé, et donc pour ça, on vous propose un meuble. Alors évidemment, c'est facile dans un hypermarché, c'est plus compliqué dans un petit magasin, et donc ça fait partie des choses qui nous ralentissent aujourd'hui. Par contre, à l'inverse, il y a des magasins où c'est très facile d'être présent au rayon bio, au rayon surgelé et au rayon bébé en même temps. Ces magasins, ce sont les magasins virtuels. Donc on fonctionne très très bien en drive, on fonctionne très très bien en e-commerce, où là c'est très simple de s'implanter et en plus ça ne nous coûte rien. Très bien, on y reviendra justement. Passez le micro à votre voisin s'il vous plaît. Donc Laurent Foiry, Spring Invest, de quoi s'agit-il ? Spring Invest, c'est un fonds de capital risque qui est spécialisé dans le secteur de la distribution. On accompagne en fait toutes les sociétés innovantes qui interviennent de près ou de loin, ou en tout cas qui contribuent à la transformation digitale du secteur de la distribution. Et dans ce secteur, on vise deux grandes catégories d'entreprises. Ce que nous avons qualifié de disrupteurs, ce sont en général des acteurs qui innovent en termes de modèles de distribution, souvent des acteurs B2C, et d'autres types d'acteurs que nous avons appelés les enablers, qui sont là en l'occurrence des acteurs plutôt B2B, qui apportent des solutions innovantes aux acteurs établis, qui leur permettent d'apporter du trafic en magasin, qui leur permettent d'améliorer leur chiffre d'affaires, leur marge, ou d'améliorer leur process dans une optique de réduction des coûts. On cible donc ce secteur d'activité plus particulièrement, et notre spécificité, c'est qu'on est un fonds qui se veut très opérationnel. On a mobilisé à nos côtés des entrepreneurs qu'on connaît très bien, avec qui on a travaillé pendant de nombreuses années, qui apportent à la fois expertise et expérience aux sociétés qu'on finance, donc notamment les entrepreneurs qui sont très demandeurs de conseils, de ne pas réinventer la roue ou de ne pas reproduire les erreurs que certains entrepreneurs ont fait historiquement. Et le deuxième volet, on a mis en place aujourd'hui, nous avons quasiment une trentaine de partenariats avec des acteurs de la distribution, grandes surfaces alimentaires, distribution spécialisée, avec qui on échange sur deux sujets principaux. Le premier, sur leurs besoins en matière de transformation digitale au quotidien. Quels sont les sujets qui les préoccupent? Quels sont les sujets de développement à venir? Nous, ça nous aide et ça nous oriente dans la recherche de sociétés innovantes qu'on pourrait financer. Et lorsqu'on a financé ces sociétés, on se place comme interlocuteur ou référent, voire force de vente externalisée pour les sociétés qu'on finance. On favorise les mises en relation avec des acteurs de la distribution pour accélérer le cycle de vente des sociétés qu'on finance. Donc voilà en quelques mots ce qu'on fait. Merci. Passez le micro à votre voisin, donc Cyril Carayon, responsable de la relation PME au sein de Alchemix. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis doublement ravi d'être là, tant à titre personnel que professionnel.
personnel et retour aux sources, parce dans les années 90, j'ai fait mon MBA à l'école de Savignac, une petite école qui est à côté de Périgueux. Et aussi retour aux sources pour Alchemix, qui a été primé il y a quelques années ici également, qui était une jeune start-up à ce moment-là. Alchemix, aujourd'hui, donc c'est une plateforme de collaboration entre les marques et les distributeurs. Donc c'est une nouvelle façon finalement de travailler entre les marques, aussi bien pour les grandes entreprises, type Unilever, Nestlé, que des petites entreprises comme Yuji ou Aquitania, pour transmettre leurs informations produits, aussi bien réglementaires que des informations du type allergène, des informations que le consommateur attend, ou des informations liées encore à de la logistique ou marketing. Toutes ces informations sont regroupées en un seul lieu, donc cette plateforme collaborative, qui leur est ouverte, et ils transmettent les données directement avec les distributeurs avec lesquels ils travaillent. C'est le principe de la coopération. Donc c'est vraiment une autre façon de travailler, de collaborer, qui améliore aussi les relations finalement commerciales entre les petites entreprises et les distributeurs. Aussi une opportunité de sourcing côté distributeur pour des entreprises qui ne travailleraient pas aujourd'hui avec ces entreprises. Et particularité, c'est que cette plateforme en fait est gratuite aux petites entreprises et ouverte où elles peuvent créer leur compte, puisque finalement c'est le distributeur qui a besoin de toutes ces informations, de ces données qui sont de plus en plus nombreuses, mais on reviendra sur ce sujet, je crois. Merci. Philippe Jourdan, donc je disais, vous êtes associé fondateur de Promise Consulting, également professeur des universités d'ailleurs, donc quelques mots sur vous et vos activités. Oui, donc j'ai effectivement une double casquette de professeur d'université où j'enseigne le marketing et de plus en plus le marketing digital, évidemment. Je suis également à la tête de Promise Consulting, donc qui est un cabinet qui accompagne donc les enseignes de distribution sélective, mais également les marques cosmétiques et les marques de luxe dans l'optimisation de leur valeur de marque du point de vue du consommateur. Parce qu'effectivement, mon parti pris, c'est que la valeur de la marque, au final, c'est le client qui va trancher, c'est lui qui va décider. Et donc notre approche repose sur un modèle appuyé sur le point de vue du consommateur. À ce propos, on a essayé de compiler un peu notre savoir dans le domaine des études consommateurs dans un ouvrage qu'on a appelé le marketing de la grenouille. Parce que pourquoi le marketing de la grenouille ? Tout simplement parce qu'on a constaté qu'en réalité la connaissance de la transformation digitale et de son impact sur les habitudes d'achat et de consommation, cette connaissance, elle existe. La preuve, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, tous les séminaires, les formations, etc. Et en réalité, lui, le consommateur, il a un train d'avance par rapport aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont la connaissance, mais elles ont aussi, j'allais dire, ce que j'appelle le syndrome de la grenouille. C'est-à-dire qu'une grenouille, vous la mettez dans un bocal et puis vous chauffez lentement ce bocal, elle va pas prendre conscience qu'il y a un changement d'environnement, elle va mourir. Et puis si vous échauffez un peu plus vite le bocal, là elle va avoir un réflexe de survie, elle va sauter loin, enfin on l'espère en tout cas, pour essayer tout simplement et vulgairement parlant de sauver sa peau. Alors le message qu'on a essayé de transmettre aux entreprises, c'est de dire attention, vous pensez que la transformation digitale joue sur les habitudes avec une vitesse que vos organisations sauront toujours maîtriser. Nous, on pense que c'est pas vrai, qu'en réalité, les choses s'accélèrent et que les organisations doivent en prendre conscience, sinon on va mourir du syndrome de la grenouille. Merci. Alors, je garde le fauteuil vide à côté de moi parce que Laurent Dulot donc s'excuse, mais il était un conseil d'administration de l'ARIA qui a duré, semble-t-il, plus longtemps que prévu. Donc il nous rejoindra en cours de route, on l'accueillera avec plaisir. On va faire juste une petite parenthèse web avec Éloi, non pas pour tout de suite prendre des retombées peut-être, mais par contre pour faire un point pratiquement à la fin du parcours de ce qui s'est passé sur le net autour de l'événement ces 2 derniers jours. Et oui, donc un petit point route, effectivement, c'était un forum réellement augmenté, c'est-à-dire qu'à distance... à distance, il y avait des gens qui suivaient, et pas forcément des professionnels d'ailleurs. On s'est aperçu que le grand public aussi s'emparait de ces sujets-là. Plus de 1271 tweets, j'allais aller à 1300, mais 1271 tweets. Le hashtag s'est affiché plus de 1 200 000 fois. Donc encore une fois, c'est comme une affiche, c'est le nombre de regards sur une affiche, sur la route ou dans la rue. 1,5 million de personnes, en gros, on finira comme ça. Il y a pas mal de contenu également, c'est-à-dire que maintenant un événement se consomme sur place, mais il se consomme également avec le replay, donc à distance,
et après. C'est-à-dire que vous, ici, dès demain, vous pourrez également retrouver tous les replays, prolonger les débats, retrouver les débats auxquels vous n'avez pas assisté et prolonger grâce aux petites interviews des différents intervenants et des différentes startups qui étaient présentes. Vous avez été très nombreux à poser des questions également. Alors je dis vous, c'est vous en regardant la caméra plus, parce que c'est vous tous en ligne. Et alors il y a quelques préoccupations qui semblent vraiment ressortir particulièrement, notamment autour des craintes amenées par le digital, en gros, mais également d'un certain mimétisme avec, par exemple, la méthode Amazon. En gros, est-ce que tous les magasins s'approprieront toutes les méthodes d'Amazon? Donc ça a été tricoté dans un certain nombre de questions. La réalité augmentée a été pas mal au cœur aussi. Et on l'a vu ce matin, le thème du gaspillage a pas mal séduit, si je puis dire, les internautes, et notamment la thématique du suremballage, qui est une thématique corollaire du gaspillage. Très voilà bien. pour le point route. Merci à Laurent Dulot de nous rejoindre. Et vous n'avez pas à vous excuser, on a commencé en avance. Alors, vous étiez à l'heure. Prenez le micro. Donc, alors, je vous réexplique. On fait juste un tour de table pour se présenter votre entreprise. Donc, à vous. Ok, donc je m'appelle Laurent Dulot, je suis président de l'ARIA Nouvelle-Aquitaine. C'est pour ça que je suis en retard, parce qu'on avait un conseil d'administration 2 étages en dessous. Je suis aussi directeur général d'une société qui s'appelle Caviar avec un K, qui est le premier producteur français de caviar et le 3e mondial, et qui est basé sur la Gironde, en termes de territorialité, sur la Gironde et les Charentes-Maritimes. Voilà. Très bien, merci. Vous savez aussi que Serge Papin, le président de Système U, avait prévu de venir et en a finalement été empêché, il s'en excuse. En revanche, il a eu la gentillesse de préparer à votre attention une vidéo où il expose sa vision sur certains des thèmes que nous comptions aborder cet après-midi. Et donc, voilà, à la place de sa présence, nous avons quand même cette vidéo qui va nous servir d'introduction à ce débat, puisqu'elle dure à peu près 8 bonnes minutes. C'est pas trop long quand même, je pense. Pardon à nos intervenants, ils ne le verront pas bien ou ils seront obligés de se tordre. Il n'y a pas de retour, mais l'essentiel, c'est quand même le son, en l'occurrence. Donc voilà, on peut lancer la vidéo. Alors, Système U est un groupe coopératif. C'est sûr qu'il n'a pas la même vision que d'autres. Et puis, surtout, c'est un groupe de commerçants. Un commerçant, c'est quelqu'un qui veut faire venir ses clients en magasin. Nous sommes des retailers et on l'assume. Notre projet, voilà, on ne fera pas tout, c'est que les clients fréquentent nos magasins et qu'ils soient contents de venir dans un magasin. Alors c'est sûr que nous, on soutient pas le projet d'Alibaba ou d'Amazon qui consiste à faire ses courses assis sur un canapé en buvant une bière et en regardant un écran d'ordinateur. C'est pas le projet de société que l'on veut. On préfère que les gens viennent dans nos magasins et fassent des rencontres. Parce qu'un commerçant, c'est quelqu'un qui met en relation un client avec, par exemple, un boucher. Et ils vont discuter d'où vient la viande, combien de temps il faut pour la faire cuire. Voilà, et c'est cette modernité-là que nous recherchons. Et il y a autant de modernité dans la création de liens incarnés par la présence d'un bon boucher qu'il y en a dans la capacité à commander sur Internet. Voilà. Et il y aura de la place pour tout le monde. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on refuse le digital. Au contraire, on va s'en servir. Mais le digital, on va s'en servir pour faire venir les gens au magasin. On va s'en servir en drive to store, pour utiliser un mot moderne. Et donc, contrairement à d'autres qui se veulent peut-être attrape-tout du numérique, nous ferons en sorte de continuer notre métier, qui est de faire en sorte que ce qu'on appelle l'expérience magasin soit un bon moment. Et on privilégie plutôt ce qu'on pourrait appeler les achats plaisir. Voilà. Donc on assume cette partie-là de notre métier. Alors où est-ce que le digital intervient? Bien sûr qu'il intervient. Il intervient d'ailleurs dans l'organisation de notre groupement. Parce que si on prend la capacité des machines à utiliser la base de données, par exemple, puisqu'on a quand même 8 millions de porteurs de cartes, donc on est capable
d'aller au renseignement, ça veut dire qu'on a une capacité à faire les meilleurs assortiments à partir de tous ces ingrédients. On a une capacité à faire le meilleur assortiment, qu'on soit à Porto Vecchio en Corse ou qu'on soit en Alsace. Eh bien, on connaît les attentes des clients et donc on a possibilité de faire le meilleur assortiment possible. Après, il intervient aussi sur tout le merchandising. Donc, capacité aussi à dire comment organiser les rayons et comment les faire bouger au fil du temps, au fil des saisons. Il a capacité aussi à intervenir dans toute la mécanisation et la robotisation de la logistique. Ça, c'est un élément important. Et donc, si vous mettez tout ça demain en ligne, stratégie d'offre, merchandising, logistique, ça veut dire que demain, on peut travailler avec ce qu'on peut appeler les flux poussés, on peut anticiper ce que les gens vont avoir besoin. Donc, c'est des gains de productivité importants. Et puis, dans toute la partie click and collect, qui est notre drive à nous, eh bien, là aussi, en matière de préparation, d'aide à la préparation des caddies, le digital va être un élément important. Et enfin, les réseaux sociaux que nous utilisons beaucoup pour, là aussi, faire des drive to store pour les magasins. Vous voyez que ce projet-là, nous ne l'écartons pas et nous nous servons de Facebook, nous nous servons de Twitter pour monétiser, par exemple, des propositions sur Facebook et qui ont vocation peut-être à terme à se substituer pour tout ou partie avec le prospectus. Donc vous voyez qu'on a aussi un pied dans la modernité et tout ça ne s'oppose pas, ça peut se conjuguer. Les consommateurs, ils ont besoin d'être rassurés actuellement. On voit, il y a une méfiance, il y a un doute avec tout ce qui sort chaque jour en matière d'information. Regardez ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, la relation entre l'alimentation et la santé, toute la progression des maladies dites pudiquement de civilisation, dont on sait par ailleurs que, par exemple, l'utilisation trop importante de pesticides a des conséquences sur la santé. Donc toute cette lucidité-là, toute cette conscience-là, le consommateur, il l'a. Donc c'est à nous, désormais, par notre proximité avec eux, par aussi les relations que nous avons avec les filières, avec la production, par les exigences pour les consommateurs que nous portons auprès des producteurs aussi, et je pense en particulier avec les produits à notre marque, eh bien, nous avons une responsabilité à la fois sur la filière, avec l'ensemble des parties prenantes de la filière, et une responsabilité vis-à-vis du consommateur pour être complètement transparent et le rassurer sur tous les éléments qui font que notre produit soit un produit qui soit le meilleur pour la santé, le meilleur pour l'environnement, le meilleur pour la planète, et puis aussi le meilleur pour le producteur, pour éviter les crises agricoles dont il a été question ces derniers mois. Dans 10 ans, quel sera le profil de la distribution? Quel sera le profil des distributeurs? Parce que tout le monde n'aura pas le même profil. On voit bien que les choses commencent à se décanter. On a des grands groupes internationaux qui choisissent des terrains de jeu plus difficiles, plus ambitieux peut-être. Il faudra que, par exemple, un groupe comme Carrefour, un groupe comme Auchan, il faudra qu'il aille lutter contre Walmart, qu'il aille lutter contre Amazon, qu'il aille lutter contre Alibaba, qu'il aille lutter contre Costco, qui s'intéresse à la livraison à domicile, il va racheter telle ou telle start-up. Donc on voit bien, il y a pour ces enseignes-là des effets de garder le leadership. Donc c'est compliqué parce qu'il faut se battre un peu contre des gens très puissants. Je rappelle qu'Amazon va frôler les 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, notre ambition, c'est d'en faire 25. Vous voyez, c'est pas le même registre. Mais ce qu'on veut, c'est continuer, et ça nous va très bien, d'être dans cette pérennité avec nos 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec nos plus de 2000 magasins demain. Et pour ça, il faudra qu'on ait une stratégie résiliente, donc elle est assez simple, cette stratégie-là, et moi je l'imagine bien s'incarner pour les 10 ans qui viennent, c'est toute l'artisanalisation des métiers du frais, donc aller vers le fait maison. Je pense que les magasins, de plus en plus, iront vers une fabrication locale, un peu comme on le fait pour le pain, par exemple. Mais demain, il n'est pas exclu qu'on revienne à fabriquer
la charcuterie, la distribution de notre marque, la marque U, bien sûr. Là aussi, vous verrez que la marque distributeur, donc en l'occurrence qui va devenir une vraie marque, et la marque U va devenir la marque préférée de nos clients. Elle va dépasser 50% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que là, on a un lien grâce à notre marque avec les clients, et c'est pas rien, hein, c'est un élément important. Enfin, on aura une mission, une responsabilité d'accompagner les marques régionales. Certaines d'entre elles étant des start-up de l'agroalimentaire. Eh ben, il faut qu'on les fasse grandir, et puis que ça soit des bons produits, mais qu'on les fasse grandir, pas comme les grands groupes industriels le sont aujourd'hui, mais qu'on les fasse grandir justement dans les attentes du consommateur, sur les nouvelles exigences, sur la santé, sur la production locale, sur l'emploi local. Et cette question-là va être importante. Donc vous verrez que les magasins, demain, un magasin U, sera au cœur d'un écosystème où on aura des parties prenantes. Bien sûr, il y aura les consommateurs, il y aura la production, la transformation aussi, et puis le commerçant qui sera au cœur de tout ça et qui sera un contributeur important à l'économie locale. Voilà comment on peut imaginer de voir les choses pour demain. Voilà, donc c'était donc le témoignage que nous livre Serge Papin pour cette table ronde et qui nous sert d'introduction sur cette réflexion autour du commerce de demain, la distribution alimentaire de demain. C'est évidemment avant tout un distributeur classique et on le voit bien dans ses propos. Je vous propose à l'inverse de démarrer ces échanges par une réflexion autour du e-commerce, puisque c'est par l'arrivée du e-commerce quand même que toutes ces questions finalement se sont posées. Quand le e-commerce est arrivé, d'abord dans le non-alimentaire puis dans l'alimentaire, certains prévoyaient un raz-de-marée, d'autres n'y croyaient pas du tout. A priori, on serait peut-être plutôt à mi-chemin. Alors justement, je vais passer d'abord la parole à Philippe Jourdan, hein, pour un premier regard un peu analytique. C'est où en sommes-nous au niveau du e-commerce en général, mais surtout dans l'alimentaire. C'est pas le raz-de-marée prophétisé, mais c'est quand même un phénomène non négligeable. Comment le qualifier? Je crois qu'il y a un baromètre que vous établissez dans ce domaine qui peut apporter des informations. Oui, absolument. Et puis il y a aussi beaucoup de chiffres qui sont publiés par la FEVAD là-dessus. Nous, on pense qu'effectivement, progressivement, on va voir se stabiliser le rôle joué par le e-commerce dans l'alimentaire et le rôle joué par donc les magasins physiques. Bien sûr, les choses peuvent changer dans une prospective à 10 ans. Il faut aussi regarder de très près ce qui se passe en Asie, hein. On a une utilisation du e-commerce en Asie qui peut aussi nous renseigner sur des tendances qui viendraient demain à concerner aussi nos marchés, ou ce qui se passe aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on s'aperçoit que si le e-commerce s'est développé dans l'alimentaire, il se heurte à certaines résistances. Donc il y a des choses très, très concrètes, très physiques. Il y a des produits qu'on achète sur Internet dans l'alimentaire et d'autres qu'on n'achète pas. Je pense qu'il viendrait peut-être pas à l'idée de beaucoup d'entre nous, si vous avez un mal de tête, de vous dire, plutôt que de passer dans la pharmacie qui est juste en bas de chez moi, je vais commander sur Internet et attendre, même si la livraison est gratuite, et si la livraison se fait en un jour, l'aspirine qui va peut-être me permettre d'avoir moins mal à la tête d'ici 1 heure. Donc vous voyez qu'il y a aussi cette résistance-là. Il y a d'autres résistances, hein, sur les produits frais. Là où le consommateur a besoin il a besoin de toucher, il a besoin de sentir, il a besoin de voir, en dehors du fait que effectivement le distributeur a aussi lui du mal, hein, y compris évidemment sur les plateformes internet, à livrer ces produits-là. Par contre, il y a des produits où effectivement la percée du e-commerce est forte, hein, tous les produits stockables ou tous les produits à forte marge, ou plutôt où le ratio poids sur prix, enfin prix sur poids plutôt, permet à ces plateformes de se rentabiliser très vite. Donc vous voyez, il y a une sorte d'équilibre qui se crée. Quoi qu'il en soit, les enseignes de distribution, me semble-t-il, ainsi, pas uniquement, mais je parle essentiellement d'elles dans mon propos, les enseignes de grande distribution ont bien pris conscience que le e-commerce devait être une corde à leur arc. Et en fait, quand on parle de e-commerce dans l'alimentaire, aujourd'hui on parle de drive, on parle de click and collect, et on parle de toute façon d'une hybridation dont les enseignes de grande distribution maîtrisent aujourd'hui, puisque c'est elles qui l'ont mise en place, maîtrisent les tenants et les aboutissants. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, au regard d'attentes qui sont différentes, la satisfaction
Entre l'achat en magasin aujourd'hui et l'achat sur une plateforme Internet pour la même catégorie de produits, donc l'alimentaire en ce qui nous concerne, globalement, Internet ne donne pas plus satisfaction que le magasin physique. Donc il y a aussi du plaisir à aller dans les magasins physiques. Alors quand on rentre un peu plus dans le détail et par catégorie de produits et par type de magasin, on s'aperçoit qu'il y a une dispersion évidemment des scores de satisfaction. Mais le magasin physique résiste bien en termes de satisfaction. Là, par contre, où il a beaucoup plus de mal, hein, et parce que la technologie, évidemment, profite largement donc aux plateformes de e-commerce, c'est sur la recommandation. C'est-à-dire qu'un même niveau de satisfaction va conduire à un taux de recommandation et de viralité beaucoup plus important sur Internet que finalement sur un achat physique dans un magasin physique. Et cette viralité, bien exploitée par les plateformes de e-commerce, leur permet effectivement également d'avoir des taux de croissance et de recrutement importants. Voilà ce qu'on constate aujourd'hui. Merci. Laurent Foiry, justement, quel regard portez-vous sur cette même question, hein, l'essor du e-commerce, et plus précisément, le drive est-il la réponse tactique court-termiste, finalement, qu'aurait trouvé la distribution classique pour s'approprier le phénomène, ou est-ce que c'est véritablement la bonne réponse, bien vu, et plus généralement, y a-t-il au contraire de nouvelles générations d'e-commerce alimentaire qui peuvent arriver, notamment au regard de l'expérience que vous avez du e-commerce en général et non alimentaire en particulier? Le marché du commerce ou de l'e-commerce est de toute manière ou par définition hétérogène. Si on resitue un petit peu les chiffres, le commerce de détail en France, c'est à peu près 500 milliards d'euros, c'est en croissance, entre plus 0, plus 0,2, 0,4 selon les années. L'e-commerce, c'est plus 15% de croissance depuis quelques années, c'est 70 milliards d'euros aujourd'hui. Ce qui est intéressant depuis que l'e-commerce est arrivé en France, autour des années 2000, le marché globalement croît de manière générale. Donc on n'est pas forcément dans des logiques de vase communicant où l'e-commerce vient prendre des parts de marché au commerce traditionnel. Il y a quelque part une forme de besoin qui a été créé. Ensuite, l'e-commerce a beaucoup évolué. L'e-commerce des années 2000 n'est pas l'e-commerce qu'on connaît aujourd'hui. L'e-commerce aujourd'hui, ce sont des modèles qui sont hybrides par nature. Ce sont des modèles dits de plateforme, de marketplace, des modèles, pour reprendre des acronymes qu'on retrouve aux États-Unis, de DNVB pour Digital Native Vertical Brand, des modèles de social media commerce. Ce sont des modèles qui ont réinventé en fait la façon de faire de l'e-commerce aujourd'hui. L'e-commerce tel qu'on l'a connu il y a encore 5 ans n'est plus du tout l'e-commerce aujourd'hui. Pour revenir sur votre question sur le drive est une activité ou en tout cas une réponse qui était une réponse à une douleur du consommateur qui était d'aller faire ses courses notamment aux heures de pointe dans les grands hypermarchés ou les supermarchés en général en périphérie. Ce n'est pas un sujet ou en tout cas une réponse qu'on a pu observer en centre urbain aujourd'hui, même si Leclerc a tenté ou en tout cas est en train de développer aujourd'hui son concept de drive urbain. On attendra de voir ce que ça va donner, mais c'est une solution qui effectivement répond à un besoin des hypermarchés ou des supermarchés en zone périphérique. En centre-ville, on voit des modèles apparaître qui sont très différents, notamment dans la distribution alimentaire, et c'est là où les activités de plateforme commencent à prendre un peu leur ampleur. En centre-ville, finalement, la problématique, c'est la logistique du dernier kilomètre. C'est la distribution de l'alimentaire en centre-ville va être directement corrélée et reliée à la logistique du dernier kilomètre. On va voir deux modèles émerger. Un modèle qui est relativement intéressant aujourd'hui, où des plateformes se positionnent pour faire le lien finalement entre le commerce de proximité et le consommateur. J'achète sur Internet, comme le disait Serge Papin en buvant ma bière devant la télé ou devant mon écran d'ordinateur ou ma tablette, j'achète mes courses et j'ai un livreur qui vient me livrer dans l'heure de mes produits de la boulangerie d'à côté, du poissonnier, du primeur, etc. Ça, ce sont des modèles qu'on voit se développer de plus en plus rapidement. Mais un autre modèle qui est intéressant, et on oppose systématiquement Amazon, qui est une formidable réussite en matière d'exécution et en matière de service client, et c'est pour ça qu'Amazon est bon. Amazon, c'est un service de client qui est brillant. Amazon, aujourd'hui, noue des partenariats avec des acteurs de l'alimentaire. Amazon a un outil de logistique qui est absolument remarquable, que Chronopost, DHL, TNT, les plus gros logisticiens lui envient. La logistique d'Amazon, et notamment la logistique du dernier kilomètre, est absolument brillante. Amazon a lancé un service que vous aviez peut-être vu, qui est Amazon Prime, qui permet de livrer finalement en moins de 2 heures dans des centres urbains. Aujourd'hui, vous avez des enseignes ou des marques qui travaillent avec Amazon. Lavinia, Fauchon,
Bio c'est bon, un certain nombre d'enseignes qui permettent d'utiliser finalement la plateforme logistique d'Amazon. Alors pour échanger avec ces différentes enseignes, pour leur dire mais vous n'avez pas l'impression de vous vendre un petit peu à votre principal concurrent, je citerai Lavinia qu'on connaît relativement bien. Donc Lavinia c'est un petit réseau de boutiques de distribution d'alcool et de spiritueux, donc des paniers moyens plutôt élevés, c'est plutôt haut de gamme. Lavinia était ravi d'utiliser cette plateforme. Vous pouvez vous faire livrer vos bouteilles très rapidement avec une logistique qui est sans faille. La seule condition qui a été demandée par Lavinia pour travailler avec Amazon, c'est de posséder la data. Je dois posséder la data de mon client. Je dois savoir qui achète chez moi, je dois savoir combien de fois il achète, sa récurrence, pour vraiment connaître comment ce client fonctionne, pour pouvoir le travailler entre guillemets ou pour pouvoir lui proposer les produits qui lui correspondent au bon moment. C'était la seule condition. Lavinia est heureux aujourd'hui de travailler avec Amazon. C'est un des exemples en tout cas de convergence qu'on peut observer. Merci. Laurent Dulot, comme industriel, alors ici vous avez une double casquette mais cohérente, industriel, patron de PME et par ailleurs président d'une association régionale d'industriels agroalimentaires. Donc la question s'adresse aux deux. Quelle est votre expérience du e-commerce? S'adapte-t-elle bien, alors, dans votre cas de PME, sur un produit dont il n'est pas insultant de dire que c'est un produit de niche, en tout cas pour l'instant. Voilà, quelle est votre vision et quelle est votre activité dans le e-commerce par rapport au reste de vos activités? Alors au périmètre de l'entreprise, pour commencer à répondre à votre question, d'abord c'est un produit de niche mais qui est en train de devenir un produit de plus en plus démocratisé, au même titre que le foie gras et le saumon il y a une vingtaine d'années, avec exactement les mêmes tendances. Pour nous, en fait, on répond à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un produit sur lequel il est intéressant de travailler avec notre partenaire Chronopost. Pourquoi Chronopost Fresh? Parce que la valeur ajoutée est assez importante et le produit n'est pas très lourd à transporter, donc c'est vraiment tout à fait gagnant pour notre activité. Ceci dit, c'est pour l'instant pas une activité qui représente, c'est des pouillèmes de pourcentage de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires global de l'entreprise. Donc c'est encore une fois, c'est pour l'instant en tout cas tout à fait à la marge comme activité. Ceci dit, ces activités de e-commerce nous obligent à aussi développer des stratégies qui vont permettre aux clients, qui vont être autant de panneaux indicateurs sur la toile, qui vont permettre à nos clients de venir sur notre site. Et donc on a tout l'arsenal que maintenant la plupart des PME d'ailleurs travaillent, que ce soit une page Facebook, que ce soit un blog, que ce soit Instagram, Pinterest, enfin tout cet arsenal-là, qui nous permet aussi de travailler en même temps la notoriété de la marque. Donc en fait, on a vraiment une stratégie pour une PME de 9 millions de chiffre d'affaires où on a une personne qui est 100% à poste sur cette fonction-là. Alors d'une certaine manière, on peut même dire que vous surinvestissez sur ce segment, enfin, oui. Au regard de ce qui vous rapporte en chiffre d'affaires pour l'instant. Absolument, c'est exactement ça, mais parce que finalement, on voit l'utile à l'agréable, on fait un peu de commerce, avec malgré tout, quand vous gérez votre propre distribution, puisque c'est quand même le gros avantage de gérer de ce type de distribution, c'est de gérer sa propre distribution, donc avec des niveaux de marge plus que confortable, en tout cas pour ce qui est de nos produits, et qui nous permet finalement aussi dans le même temps de faire, comme je viens de le dire, un travail sur la notoriété de la marque. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir des marques fortes pour toutes les PME, d'avoir des marques fortes pour pouvoir arriver à asseoir leur business. Voilà. Après au niveau, on a aussi, on parlera d'Alchemix tout à l'heure, mais on a signé de manière très précoce aussi avec Alchemix, de la même manière qu'on avait signé de manière très précoce avec Chrono. Paul Wagner, je ne sais pas s'il est là avec. Je crois qu'il est reparti, mais il était là tout à l'heure. Avec Chrono, on était même une des sociétés pilotes, au même titre que pour Alchemix. Donc ça fait partie un peu de l'ADN de l'entreprise, et ça, on en parlera, mais c'est une plateforme qui a un grand intérêt sur l'échange d'informations et qui, par rapport à des notions prégnantes dont vous parliez, qui étaient celles de transparence alimentaire, d'échange d'informations, justement liées à cette assurance que dont le client a besoin aujourd'hui et qu'il réclame, et dont parlait Monsieur Papin dans son interview, ça va tout à fait dans le bon sens. D'ailleurs, vous avez un partenariat avec Système U, me semble. On y reviendra, on va d'abord passer par Yuji, l'autre industriel de la table. Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez bien le drive, en fait. Je crois savoir d'ailleurs que le drive, en effet, est peut-être survendeur
et de surgelé et de baby-food. Donc Tout c'est à bien fait, dans votre ouais. cas, oui. Oui. Nous, effectivement, le e-commerce, c'est clairement une opportunité pour Yuji et notre premier client qui nous a fait confiance, la première enseigne en fait à nous avoir fait confiance, ça a été Oura. Qui effectivement est un des acteurs, alors leader, probablement pas, mais en tout cas un des acteurs du e-commerce. Pourquoi c'est une opportunité? Parce que je disais en préambule que nous, on est un produit qui est entre deux rayons. Et l'exécution en magasin d'un produit qui est entre deux rayons, c'est compliqué. Alors que sur une plateforme digitale, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il suffit de programmer, de cocher 3 cases et vous vous retrouvez dans 3 rayons différents pour le consommateur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les parents, jeunes ou moins jeunes, il se produit quelque chose il se produit un certain nombre de modifications dans leur parcours de commerce. En général, c'est le moment où vous vous tournez vers la commande à distance, pas nécessairement la livraison à distance, mais en tout cas la commande à distance pour un certain nombre de produits, parce que vous commencez à acheter des couches, vous commencez à acheter des packs de lait, vous commencez à acheter beaucoup plus d'eau, et tout ça, c'est pénible à transporter, ça prend du temps, etc., etc. Et l'autre modification, c'est que vous vous intéressez beaucoup plus aux produits bio également. Alors ça, c'est pas du e-commerce, mais c'est aussi un moment où vous tournez beaucoup plus vers les magasins bio. Donc, effectivement, l'opportunité pour Yuji, c'est de s'inscrire dans ces parcours digitaux des jeunes parents qui désertent de plus en plus l'hypermarché le samedi parce que bébé leur prend du temps, ils n'ont plus le temps d'y aller. Et par contre, alors peut-être qu'ils sont avec bébé, pour paraphraser ce que disait Serge Papin, ils sont peut-être pas en train de boire une bière, mais ils sont en train de nourrir bébé sur le canapé et de commander leur couche et leur aliment pour bébé. Après, par contre, et ça on y reviendra peut-être, le e-commerce a quand même ses limites sur l'alimentation pour bébé, et ça on le voit et c'est une difficulté pour nous, marque qui construit encore sa notoriété, c'est que quand même le e-commerce, il y a peu de conseils, en tout cas la plupart du temps. Alors ça aussi, il y a des moyens de rajouter du contenu sur les sites, mais globalement, il y a quand même moins de conseils que en pharmacie, par exemple, qui est un circuit de vente de baby-food. Et du coup, si vous êtes une petite marque, comment est-ce qu'on émerge en e-commerce? Comment est-ce qu'on crée sa notoriété? Et comment est-ce qu'on pallie à ce côté produit impliquant et du coup que je connais pas encore très bien? Voilà. Alors justement, Cyril Carayon, on évoque plus ou moins directement Alchemix quand on parle en effet de ces questions d'information, également de conseils. On citait Serge Papin, traçabilité, besoin de réassurance, etc., etc. Alors quel regard portez-vous sur le e-commerce? Est-ce qu'il apporte quelque chose ou est-ce qu'au contraire il est déficitaire dans ce domaine et quelles sont vos solutions? Je crois que les différents canaux de distribution qui étaient évoqués par Serge Papin, et entre autres l'e-commerce, donc que ce soit les magasins, que ce soit les drives, le click and collect ou autres canaux, sont pas en opposition. C'est vraiment effectivement de l'additionnel. Et après, le digital, effectivement, contribue à cette transformation, cette numérisation de ces différents canaux de distribution. L'enjeu derrière, c'est ce que vous disiez, c'est plus d'informations à gérer, parce qu'il y a une demande du consommateur, parce qu'il y a une évolution de la réglementation, parce qu'il y a besoin d'informations pour mieux livrer mon magasin ou gérer mon dernier kilomètre. Donc, de plus en plus d'informations à gérer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est comment on gère ces informations à l'ère du e-commerce. Ça, c'est un premier point. Et effectivement, la plateforme Alchemix, aujourd'hui, facilite ces échanges d'informations. On a 3000 marques avec lesquelles on travaille, et on travaille avec 90% des grands distributeurs en France. Donc, c'est qu'il y a un vrai intérêt sur ce sujet. Mais au-delà de ça, c'est que derrière, c'est une opportunité aussi pour l'entreprise, même si elle démarre par le e-commerce, une petite entreprise, tu le disais, pour se faire connaître,
via par exemple cette plateforme, un acheteur repère cette entreprise, parce qu'il dit tiens, je cherche moi des petites pour bébés qui sont sans gluten, bio ou autres. Derrière, va identifier ce produit qui est sur la plateforme et se mettre en contact. Et il va démarrer peut-être par du e-commerce et après demain peut-être en magasin. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que les différents canaux finalement ne sont pas à opposer, encore une fois. Ils sont vraiment complémentaires. Alors justement, en fait l'apparition du e-commerce puis du drive, on en est venu après à cette idée que les canaux étaient complémentaires et donc avec les questions de, alors on a utilisé différents termes, multicanal, puis après c'était omnicanal qui s'est imposé notamment avec Auchan. Déjà regard du professeur là-dessus. D'abord quel est le bon terme, hein? Et est-ce que justement il y a une complémentarité des canaux? Est-ce que c'est finalement un seul canal mais avec des dérivations différentes? Je crois que de plus en plus, on va s'inscrire dans un continuum, c'est-à-dire qu'on n'a pas un consommateur qui va faire pour chaque catégorie de produits le choix d'acheter sur un canal ou le choix d'acheter sur un autre. C'est d'abord contraire à ses habitudes et les millennials, c'est contraire à leur culture. Donc les faits culturels quand même en général sont quand même assez solides. Donc nous, ce que l'on pense, c'est que toutes les entreprises auront, j'allais dire, une masse critique, donc la distribution en magasin pour quelques-unes, la distribution sur le net pour d'autres, mais qu'en réalité, elles vont s'ouvrir à d'autres canaux. Qu'elles vont soit s'ouvrir en amont ou en aval de l'acte d'achat, en amont pour effectivement amener le consommateur vers le magasin, en aval pour peut-être aussi passer de l'expérience d'achat dont on a parlé toute la journée à quelque chose qu'on sent poindre et sur lequel pour l'instant il y a très peu d'investissement, qui est ce que j'appelle l'expérience d'usage. Parce que donner envie d'acheter le produit, c'est bien, aller chercher le consommateur, c'est bien, mais donner envie de racheter le produit, ça passe aussi par la satisfaction d'usage. Et il y a aujourd'hui les technologies qui peuvent être mises en place en aval de l'achat en magasin. Il y a des opportunités formidables pour garder le contact, pour enrichir la relation, pour donner envie d'utiliser, de réutiliser, de mieux utiliser le produit et donc peut-être d'en acheter davantage. Laurent Faury, justement, sur ces questions, je crois que vous avez des indicateurs hein, sur ces échanges qu'il peut y avoir entre les différents canaux. Et notamment qui explique que finalement ils sont très imbriqués. Ils sont très imbriqués, complètement complémentaires en fait. Vous avez un indicateur qui est publié en général une fois par an ou 2 fois par an, qui est réalisé par Full Six, l'agence, qui s'appelle le ROPO au carré. Donc ROPO, c'est pour Research Online, Purchase Offline, et la réciproque, Research Offline, Purchase Online. Et globalement, c'est un monitoring d'un panel de consommateurs dans une 50aine d'enseignes, commerce et e-commerce. Et en fait, les chiffres sont assez éloquents sur les taux de transformation. Taux de transformation d'un client qui va consulter sur un site web, qui va acheter sur le site web, il est de l'ordre de 10 à 15%. Un client qui rentre en magasin, qui va acheter en magasin, le taux de conversion est autour de 50%. L'omnicanal, un client qui consulte sur le web, qui achète en magasin physique ou qui va se renseigner en magasin physique, qui va acheter sur le web derrière, on est sur des taux entre 65 et 80%. Donc c'est monitoré en tout cas sur des panels restreints, mais ça montre que les canaux sont vraiment convergents. Et je voudrais synergiques. Et je voudrais juste donner un exemple, alors qui n'est pas dans l'alimentaire pour le coup, mais qui est dans le textile. On prend une enseigne comme Kiabi. Kiabi, il y a maintenant quelques temps, a incentivé ses patrons de magasins physiques sur les ventes qui étaient réalisées sur le site e-commerce par des clients qui étaient dans une zone de chalandise d'une centaine de kilomètres autour du magasin. Parce que un client qui est content, qui rentre chez Kiabi, s'il achète sur le site e-commerce, c'est probablement parce qu'il a été content de son expérience client derrière. Merci. Éloi, est-ce que le web réagit? Le web réagit toujours. Il y a vous aussi. Une question, et nous aussi, forcément. Tout le monde. Il y a une question qui peut ressembler à cette préoccupation qu'on sent depuis hier autour de l'amazonisation, si je tricotais un petit peu le truc. Va-t-on se diriger vers le principe d'un parcours dynamique dans une grande surface, avec prix volatile en fonction multiparamètres, comme sur des plateformes d'achat en ligne de type avion, train, etc. C'est vrai que quand on achète un prix d'avion, il vaut mieux un billet, il vaut mieux ne pas dépasser les 5 minutes, parce que sinon le prix augmente, c'est volatile. Parce qu'il y a un sujet réglementation, de faire varier les prix dans le domaine de l'alimentaire ou autre.
qui va protéger d'une certaine Je pense qu'on manière. peut les faire varier, mais enfin, après, il faut que l'étiquetage soit... Puis suivre derrière, et Ouais, du point de vue et puis technologique, suivre, la mise à jour en temps réel de l'étiquetage. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en parle un tout petit peu de... Enfin, mais pour l'instant, c'est plus un fantasme qu'autre chose. La distribution de demain, ouais, peut-être. Ouais. Ou d'après-demain, oui. Pour optimiser les stocks ou pas. Ou la possibilité, avec toute la technique RFID, de pouvoir être justement en magasin avec ton téléphone, averti des promotions parce que tu as la carte qui va bien et que donc rien que pour toi, on va te reconnaître, on sait que tu prends ce produit-là et que tu vas avoir une promo dessus. Ça fera partie aussi évidemment des choses qui sont déjà en cours et même des PME s'y intéressent. Je voulais rajouter quelque chose, si vous me permettez. Bien sûr. C'est justement, je pense, parce qu'en fait, dans la logique de l'agroalimentaire, il faut quand même, ou de l'alimentaire, il faut quand même considérer qu'en France, et on n'est pas les seuls, mais on est vraiment très représentatif au niveau mondial pour cela, 90% du tissu industriel agroalimentaire de notre pays, qui est un pays leader, même si on a perdu quelques places ces derniers temps, mais on va tout faire pour revenir où on était, c'est des PME et des TPE. Et en fait, toutes ces technologies aujourd'hui permettent à ces PME, à ces TPE, de pouvoir non seulement considérer la distribution locale, voire régionale, voire nationale, voire internationale, puisqu'il existe des plateformes comme Gourming, lancées par le DUF, le groupe DUF, qui aujourd'hui permettent, en B2B, en tout cas, de distribuer à l'aune européenne. Des gens, encore une fois, comme Chronopost, Fresh, se mettent aussi à la dimension européenne. Donc, on peut se référencer chez Amazon. Nous, dans l'ARIA Nouvelle-Aquitaine, on reçoit les gens d'Amazon, on reçoit les gens de Gourming pour pouvoir permettre à nos TPE, justement, de profiter de ce type de référencement, qui sont, encore une fois, qui participent au développement d'un courant d'affaires très intéressant pour des PME qui sont peut-être pas forcément avec leur force commerciale, qui n'ont pas cette potentialité-là normalement. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la région, il y a des projets d'éventuellement de place de marché? Parce que je sais que dans d'autres régions, il y a des tentatives dans ce domaine. Il faudra en parler avec des représentants de la région. C'est un sujet en tout cas qu'on échange avec l'ANA, qui est en fait l'association agroalimentaire de la Nouvelle-Aquitaine, nous, l'ARIANA. C'est un sujet qui peut être d'intérêt, mais encore une fois, je pense qu'il est vraiment très important de considérer que sur ce qui existe déjà, c'est une formidable opportunité pour les TPE et les PME. Voilà. Philippe Jourdan, vous vouliez intervenir. Juste, je vais bientôt vous donner la parole à ce stade déjà pour de premières interventions, si vous le souhaitez. Oui, je voulais juste rebondir pour dire qu'effectivement, la multiplication des modalités d'achat, des modalités de livraison, me semble être une véritable opportunité pour de jeunes acteurs, de jeunes marques en construction, d'échapper parfois à des référencements qui sont coûteux, qui sont difficiles, parce qu'ils sont le fait de peu de personnes. Si aujourd'hui vous prenez un bien, vous pouvez l'acheter en magasin, vous pouvez vous le faire livrer chez vous, vous pouvez vous le faire livrer dans un entrepôt, vous pouvez faire du click and drive, vous pouvez choisir un lieu pour aller le récupérer. Vous pouvez le gérer sur votre magasin virtuel. Vous pouvez également le vendre par abonnement ou par souscription automatique. Ce sont autant d'opportunités qui vont fatalement diversifier d'un point de vue consommateur, mais aussi d'un point de vue marque et offre. Et ça, je dirais, je le conçois plus comme une opportunité que comme une contrainte. Avec le micro, s'il vous plaît. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de la création de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à des niveaux définis de marché, on vient apporter quelque chose de nouveau. L'exemple d'Illico Fresco, par exemple, voilà, c'est de la création de valeur. C'est-à-dire qu'on va avoir des boîtes où on va pouvoir faire, tiens, on peut imaginer de faire des boîtes Périgord, des boîtes Pays Basque, des boîtes... Et en fait, tout le rôle de nous, c'est de justement pouvoir fluidifier cette possibilité d'affaires avec ces nouvelles plateformes qui sont des nouvelles manières de faire du commerce. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas exclusif, comme tu le disais, Cyril, mais qui vient se rajouter à quelque chose qui existe déjà. Donc c'est de la vraie création de valeur. Est-ce qu'il y a une question, une intervention? Le micro vous est proposé par mademoiselle. N'hésitez pas à lever la main, je ne vois pas très bien. Donc, non, a priori, pour l'instant, les mouvements ne vont pas dans ce sens, mais n'hésitez pas. Faites-moi signe dès que vous le souhaitez. Et le micro est là, proche de vous. On va continuer. Évidemment, on ne peut pas aller en profondeur sur tous les sujets. Un autre, alors après le e-commerce, l'omnicanalité, un autre thème qui s'impose dans l'autre sens, c'est la digitalisation du point de vente, qui est bien sûr évoqué sur Fodali. D'ailleurs, on en parlait déjà il y a 2 ans, mais on en parle encore parce que c'est loin d'être abouti.
On va peut-être commencer par le plan opérationnel, justement, avec un de nos industriels. Philippe Briffaut, quelle est votre vision de la digitalisation du point de vente pour une marque comme la vôtre? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez déjà, sur laquelle vous avez déjà des actions, ou en tout cas des réflexions? Alors, je voulais juste rebondir sur un point que Laurent a abordé. C'est la digitalisation du point de vente. Pour moi, elle démarre aussi au-delà du point de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour une marque comme Yuji, dans notre stratégie de développement de notoriété, de création de trafic vers le magasin, tous les outils qui peuvent être la page Facebook du magasin, le site internet du magasin, et qui sont pas ceux avec quoi il va vendre, mais ceux avec quoi lui-même fait venir des clients dans son magasin, pour nous, ils sont stratégiques. Et c'est vrai qu'on essaye au maximum, dès qu'on arrive dans un magasin, de se dire, sa zone de chalandise, comment nous, côté Yuji, on peut l'animer. Donc comment est-ce qu'on peut acheter de la pub sur Facebook, puisque ça se fait très facilement avec un ciblage au code postal, et comment, si lui a des outils, alors clairement tous les magasins ne sont pas au même niveau d'intérêt pour le digital et au même niveau d'expertise, mais il y a des magasins aujourd'hui qui font ça très bien, qui annoncent notre arrivée dans leur magasin, qui annoncent nos animations, et c'est déjà une façon pour eux et pour nous de digitaliser le point de vente d'une certaine façon, plutôt que de faire de l'affichage parking ou des choses pour lesquelles nous on n'a pas les moyens. Et comme on n'est pas présent dans tous les Auchan de France, faire une campagne nationale ciblant tous les Auchan n'a pas d'intérêt non plus. Donc ça, c'est effectivement une première manière de digitaliser le point de vente. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement le sujet, mais en tout cas, comment est-ce que on passe d'un modèle hypermarché, tract papier, promotion 20% gratuit, à un modèle complètement digital qui est, je fais une partie de mes courses en magasin, une partie de mes courses à distance. J'ai une application dans ma poche sur laquelle je retrouve les promos du magasin. Et donc, nous, on a fait des choses avec Shopmium qui sont hyper efficaces de ce point de vue-là. Et comment, petit à petit, je change de modèle. Et pour la digitalisation du point de vente, effectivement, je reviens au point de produits impliquants qui sont ceux sur lesquels on travaille. Donc des produits pour lesquels la maman elle a besoin de conseils, elle ne connaît pas nécessairement grand-chose. Alors, il y a des choses qu'elle regarde à la maison, mais ensuite elle se retrouve dans un magasin avec 15 mètres linéaires de petits pots. Et bon, alors, soit elle va acheter la grande marque, soit si elle trouve des produits nouveaux, comment est-ce qu'elle peut faire? Et c'est vrai qu'on commence à travailler, j'en voyais une dans les ateliers, sur des principes de vitrine connectée, avec une espèce de démonstratrice virtuelle qui, encore une fois, sur certaines catégories de produits très impliquantes, pourrait redonner du conseil. Alors c'est vrai que Serge Papin parlait du boucher, et sur des produits frais de bouche, effectivement, je pense qu'ils vont retourner là-dedans. J'entendais parler tout à l'heure du marché et de la recréation un petit peu d'un marché dans le magasin, mais ça va pas être possible pour tous les produits d'avoir une personne en permanence à disposition des clients. Donc le côté vitrine connectée, comment est-ce qu'ils peuvent relier les scanettes avec peut-être du conseil sur les scanettes, ou comment est-ce que le magasin peut nous donner sur notre smartphone, quand on passe à proximité de certains produits, du conseil, des vidéos qui se déclenchent. Enfin voilà, après c'est peut-être utopique, mais j'y crois pas sur tous les produits, clairement pas. Par contre, sur des produits très impliquants, oui. Cyril Carayon, alors premièrement, est-ce utopique? Et deuxièmement, finalement, le nerf de la guerre dans ce domaine-là de la digitalisation, c'est l'information, sans doute.
Moi, je voulais parler en complément, effectivement, on parle de la digitalisation du magasin, là, sous l'angle information du consommateur, ultra connecté, et tout ce que ça peut amener en création de valeur pour le consommateur, pour le client. Mais il y a également, sous l'angle opérationnel, on en parle pas souvent, la digitalisation du point de vente ou du magasin pour un chef de rayon. Ou par exemple, ça va être demain d'avoir une tablette entre les mains et de se dire, bah tiens, je vais monter une opération, je suis en Alsace, je suis chef de rayon Carrefour avec plusieurs magasins Carrefour, je vais monter une opération des produits de Nouvelle-Aquitaine. Et là, je vais passer effectivement par une plateforme, donc c'est pas visible par le consommateur, mais il va bien utiliser effectivement le digital, ces outils, une plateforme collaborative pour monter une opération à un moment donné à thème sur des produits d'une région. Pardon, juste j'ouvre une parenthèse, mais d'ailleurs Serge Papin semblait concevoir la digitalisation du magasin, surtout sous cet angle, marketing de l'offre, merchandising. Exactement. Et c'est là où c'est une vraie opportunité pour les PME, les TPE, les produits régionaux, comme le rappelait tout à l'heure Laurent. Donc on parle souvent de la digitalisation du point de vente sous l'angle information du consommateur, mais il faut aussi parler sous l'angle exactement process, opportunité. J'ai vu une entreprise dans la région qui a des robots qui nettoient automatiquement les allées des rayons des hypermarchés et qui en même temps vont passer dans les stocks derrière et vont relever automatiquement à RFID le niveau de stock pour faire le réassort. Donc c'est ça aussi la digitalisation du point de vente. On en parle souvent sous l'angle information du consommateur, mais c'est également sous l'angle process, optimisation et derrière opportunité pour le consommateur, parce qu'au final c'est pour le consommateur aussi, quand on parlait des produits locaux ou régionaux. Donc du sourcing. Alors, Laurent Foiry, justement, il y a beaucoup d'offres qui se développent dans ce domaine-là. Vous, comme fonds d'investissement, vous y intervenez. J'imagine que vous voyez passer beaucoup de dossiers parce qu'il y a énormément de création d'entreprises. Alors, on parle beaucoup des startups ici, on ne va pas critiquer le phénomène. Mais en même temps, pour l'instant, tout ne fonctionne pas, tout n'est pas au même niveau. Quel regard portez-vous là-dessus et surtout, à 5 ans, à quoi va-t-on arriver ? J'ai pas forcément un regard toujours très positif sur le sujet, en tout cas j'essaye d'être assez rationnel. Sur le marché, effectivement, il y a un foisonnement en termes de création de start-up, d'innovation, c'est ne serait-ce que sur le marché donc, que nous visons, qu'on qualifie de retail tech, on va dire tout ce qui est innovation dans le domaine de la distribution, c'est 1 millier de sociétés en France, à différents stades de développement, donc ça représente un marché relativement colossal. On parlait de digitalisation du point de vente, c'est typiquement une définition qui est très large, en fait on l'a bien vu, on en parle de différentes manières, ça veut à la fois tout dire et rien dire. Et c'est typiquement dans cette catégorie-là qu'on a vu émerger beaucoup de sociétés qui étaient, à notre sens, mais également au sens de nos partenaires distributeurs, des fausses bonnes idées. C'est le terme qu'on retient assez souvent dans ce secteur-là, avec des innovations qui paraissent fortes, intéressantes, mais qui, en réalité, une fois installées en magasin, ne servent absolument à rien. Il y a une innovation qui sert à rien. Quand elle fonctionne déjà. Oui. Et quand on arrive à les installer, à les déployer, et que ça serve à quelque chose derrière, effectivement. C'est la grosse difficulté. Et pour répondre à votre question, on est quand même dans un contexte, depuis maintenant à peu près 18 mois, voire 24 mois, quand même d'assez d'euphorie dans le domaine des startups. Les startups se font quand même souvent plus belles qu'elles ne le sont. C'est une difficulté qu'on a, nous aussi, sur le marché, et nos partenaires distributeurs l'ont également en termes d'analyse. Elles sont sursollicitées en termes de contacts. Aujourd'hui, sur LinkedIn ou Twitter, c'est très facile d'alpaguer un membre du COMEX ou un décideur d'une grosse société dans le domaine de la distribution. Pour autant, elles sont submergées de demandes. Donc, à 5 ans, je ne sais pas comment sera le marché. Ce qui est sûr, c'est qu'on est aujourd'hui plutôt revenu à une forme d'innovation raisonnée, c'est-à-dire de l'innovation qui sert réellement à quelque chose. Vous mentionnez l'innovation de process, ou en tout cas dans le domaine de la logistique. On voit beaucoup de choses effectivement qui arrivent sur de l'automatisation d'inventaire, sur de l'automatisation, de la simplification de remise en stock de produits lors de retour marchandises. Donc de l'innovation, on reste dans le commerce, c'est pragmatique. Les marges dans le commerce ne permettent pas non plus d'innover dans tous les sens. Donc à la fin de la journée, quand on a un commerce ou un site e-commerce, c'est faire venir le client chez moi, c'est d'améliorer mes marges et d'optimiser mes process pour optimiser mes coûts. Merci. Il y avait une question dans la salle. Bonjour, Passion Savon à Bourgnac. Alors, je crois que j'appréhende relativement bien le business de M. Laurent Dulot. En revanche, j'ai du mal à comprendre, parce qu'il ne nous a pas donné de chiffre, celui de M. Briffaut. Parce que quand vous dites que vous ne voulez pas attaquer tous les hauts-champs de France, ça veut dire que vous avez un bassin de... pas d'irrigation, si, d'irrigation d'ailleurs, je peux employer le terme, assez restreint. Non, j'ai pas dit que je veux pas attaquer tous les hauts-champs de France. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ne nous référencent pas dans tous les hauts-champs de France. Aujourd'hui, parce que vous pouvez pas produire ou parce que non, parce que malheureusement,
D'une part, effectivement, de temps en temps, la distribution fonctionne par étapes. Et sur des nouveaux produits, comment dire, compliqués, c'est-à-dire qu'on ne serait que aliment bébé ou on ne serait que surgelé, on serait allé beaucoup plus vite. La difficulté pour nous, c'est que, et c'est très opérationnel, très concret, c'est qu'on est à cheval entre deux rayons. Et aujourd'hui, un magasin physique, c'est différent sur le e-commerce, un magasin physique, il ne sait pas gérer un produit qui est à mi-chemin entre deux rayons. Vous avez soit un chef de rayon épicerie bébé qui sait travailler des produits d'épicerie, donc il sait où est la réserve d'épicerie, mais il ne sait pas où est la réserve surgelée, il n'y va jamais. Et à l'inverse, vous avez un chef de rayon surgelé qui ne connaît rien aux produits bébés et c'est pas son métier. Et quand vous êtes dans un hypermarché, il faut soit demander au chef de rayon surgelé de faire 50, 100 mètres de plus pour aller mettre les produits au rayon bébé, ou alors il faut demander au chef de rayon épicerie d'aller dans la réserve surgelée. Donc voilà, c'est tout bête, hein, c'est de l'opérationnel pur, mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc aujourd'hui, ils nous travaillent par étapes. Il y a des enseignes qui avancent plus ou moins vite, mais aujourd'hui, on est à un référencement national au champ et c'est déjà une très très belle réussite. Mais on travaille avec un principe de volontariat magasin. Donc on a passé le cap des 50 au champ. Et d'une vingtaine de drives qui travaillent avec nous. On espère les avoir tous un jour, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Oui, parce que clairement, il faut préciser que ça nécessite l'installation d'une vitrine de produits en froid négatif. Oui, ça, quand on est au rayon aliments bébé, oui, tout à fait. Quand ça se passe comme vous voulez. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, effectivement. Mais du coup, votre rayon d'action par rapport à votre base, il est de combien de kilomètres? Vous êtes aujourd'hui, on est présent dans toute la France. D'accord. Et vous avez quand même un site de vente en ligne pour les particuliers? Non, non, parce qu'aujourd'hui... un magasin d'usine? Non plus, enfin, marginalement. Enfin, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, 95% des aliments pour bébés sont vendus en hypermarché et en supermarché. Donc le nerf de la guerre, pour nous, c'est d'être présent dans ces magasins-là. Et à ce jour, vous n'avez qu'un seul lieu de production? Vous en avez plusieurs? Non, on en a un seul sur l'agropole d'Agen. Voilà. Mais aujourd'hui, grâce, en l'occurrence, bon, je vais en citer un plutôt que les autres, mais grâce à Toupargel, chez qui on est présent depuis 2 ans maintenant, un parent dans toute la France peut être livré à domicile de Yougi. Voilà. Maintenant, on a des magasins physiques qui nous distribuent dans toute la France, mais vous pouvez avoir des zones de 50 km où il y a aucun magasin qui distribue Yougi. Donc dans ce cas-là, et c'est des questions très souvent qu'on a sur notre page Facebook. Allez voir, on a aujourd'hui passé le cap des 30 000 fans, mais la plupart du temps, la première question, c'est « j'adore vos produits, mais où est-ce que je peux les trouver ?» Et du coup, soit on leur dit commandez sur Toupargel, alors ça coûte un peu plus cher et c'est pas toujours très pratique. Ou alors on leur dit écoutez, on a un formulaire et je vous assure que ça marche très très bien. C'est une idée qu'on a piquée à Michel et Augustin. On a un formulaire, imprimez-le et donnez-le à l'accueil de votre magasin. Et peut-être que le magasin nous contactera. Et ça arrive. Et je ne citerai pas de nom, mais les magasins qui font bien leur travail, quand vous avez quelques consommateurs qui réclament des produits, en général, ils vous appellent. Donc, dernière question, juste pour satisfaire ma curiosité personnelle. Yougi, ça veut dire quelque chose? Oui, ça veut dire bébé en japonais. Voilà. Mais on n'a rien de japonais. Merci, messieurs. Éloi, il y a des remontées du web, je crois. Oui, il y a une question précise. Le coût de la livraison à domicile n'est-il pas le frein majeur à la vente en ligne de l'alimentaire? Des idées pour baisser ce coût? Alors, oui, je crois que tout le monde va être d'accord sur le problème de la logistique qui serait le premier du e-commerce. Juste pour répondre au monsieur, c'est clair que si Yougi ne vend pas en ligne, c'est parce que expédié à domicile par nous-mêmes
ou par Chronofresh ou qui que ce soit du surgelé, c'est impossible, nous, de l'offrir au client, et c'est impossible de lui faire payer. Alors, rapidement, et plus généralement, donc sur l'écologistique, là, tout le monde peut-être peut intervenir, mais justement, en effet, qui a la solution je ne sais pas. Philippe Jourdan ? Je pense que si j'avais la solution, peut-être que je la donnerais pas dans cette salle. Il y a tellement d'acteurs sur le marché qui l'attendent. Ou alors ça serait une fausse piste. Voilà, ou alors ce serait une fausse piste. C'est vrai que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Les initiatives, il y a quelques initiatives, mais qui sont, j'allais dire, très fragmentaires. Il y a récemment un cadre qui a quitté Amazon, un cadre exécutif qui a quitté Amazon pour essayer, donc lui, de mettre en place sa solution. Et sa solution, c'était finalement de dire, vous voulez faire vos courses en hypermarché, il a développé une application où vous pouvez contacter le plus proche voisin qui se trouve précisément dans cet hypermarché, qui va vous ramener vos courses. Et comme aux États-Unis, on donne beaucoup de types, finalement, l'idée, c'est que si votre voisin vous ramène les courses, eh bien, vous allez le rémunérer au type. Mais ça reste anecdotique, assez peu transposable ici en France. Donc, on a un vrai problème du coût du dernier kilomètre pour les produits alimentaires, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est peut-être aussi une protection de nos commerces, donc il ne faut pas le voir forcément comme une contrainte. Après tout, oui, c'est le service que rend justement le commerce que de faire ce travail-là de logistique, de l'avant-dernier kilomètre en tout cas. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non, pas tout de suite. On va aborder la dernière partie de cette table ronde, puis je vous en prie. Il y a une autre contrainte donc, qu'il faut considérer, c'est tout le packaging qui est lié aussi à ça. Donc la démarche RSE qui est quand même assez importante à considérer aujourd'hui, toutes les entreprises se doivent au XXIe siècle d'intégrer cela. Ça pose beaucoup de questions. Donc, emballage, est-ce qu'on recycle, comment on recycle, est-ce que on revient sur des notions de consigne. Il y a plein de le packaging intelligent aussi. Ça pose la question du packaging intelligent. Voilà un nouveau métier. Nous, c'est du caviar, donc forcément, est-ce qu'on met des puces, pas des puces, des antivols, pas des antivols. C'est un produit frais. Comment on fait le tracking de la température de manière à être sûr que le supply chain, que la chaîne du froid n'ait pas été rompue. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont quand même assez générales, qui sont assez variées et multiples, et qui, là encore une fois, pour ceux qui sont malins, va être source de création de valeur. Enfin, je reviens souvent sur le sujet, mais ces nouvelles technologies, finalement, nous obligent à nous poser des vraies questions par rapport à des valeurs fondamentales qui sont celles de la RSE, entre autres, et qui, du coup, vont nous obliger à être malins. Alors, justement, par rapport à ces évolutions prévisibles, mais pas encore bien prévues, est-ce que ces nouvelles technologies, justement, contribuent-elles pas non plus à rebattre les cartes concurrentielles dans le système de la distribution alimentaire? Bon, on voit bien que la distribution est certes concentrée, mais elle est moins d'ailleurs qu'on ne le dit parfois. Il y a de nouveaux acteurs qui veulent rentrer. Les anciens résistent et même développent des choses, mais voilà, est-ce que, puisqu'on est là pour parler de la distribution demain, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de nouveaux acteurs, que le jeu concurrentiel va évoluer ou pas forcément qui se risque? Laurent Faury? Je ne vais pas prendre beaucoup de risques parce que je ne sais pas du tout comment va évoluer la distribution demain. Ce qui est sûr, c'est que on entend parfois certaines sirènes un peu alarmistes en disant le commerce de proximité va disparaître ou les grandes surfaces telles qu'on les a connues vont disparaître. Ce qui est sûr, c'est que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Les choses vont évoluer. Je suis très vigilant aussi sur les comparaisons qu'on peut faire entre le marché français, le marché asiatique, le marché américain. Quand on regarde le retail globalement aux États-Unis, c'est absolument épouvantable. On a l'impression que c'est l'industrie automobile là-bas il y a quelques années. Les centres commerciaux qui s'effondrent. Prendre l'exemple de l'Asie où l'e-commerce est en train d'exploser dans le bon sens du terme et pas forcément non plus le bon parallèle parce que le commerce de proximité n'existe pas vraiment en tant que tel, notamment en Chine. Donc les parallèles ne sont pas nécessairement évidents. L'évolution, ce qui est clair, c'est que la tendance qu'on voit aujourd'hui, c'est clairement la convergence qu'on disait, donc l'omnicanal par opposition au multicanal, c'est-à-dire une expérience client complètement unifiée du début à la fin et de repenser quelque part lorsqu'on est un commerçant, de repenser son métier en
en expérience client, c'est le terme qui revient un peu souvent, qui est un terme un peu pompeux, mais quelque part de revenir encore une fois au basique, c'est-à-dire qu'un client qui vient chez soi, il doit être bien servi, on doit lui proposer des bons produits au juste prix, on doit essayer de désintermédier au maximum pour être le plus compétitif possible et lui fournir un service de qualité. Je pense que dès lors qu'on aura ça, qu'on soit sur le web ou qu'on soit dans le magasin physique, si en plus on arrive à réunir les deux, on verra des modèles intéressants émerger. On voit des pure players web aujourd'hui aux États-Unis ou même en Europe aujourd'hui qui ouvrent des magasins physiques et qui s'en sortent merveilleusement bien. Ce qui est sûr, c'est que la grande surface alimentaire telle qu'on l'a connue avec une partie ou plutôt les grandes surfaces, avec une partie alimentaire et une partie non alimentaire, la partie non alimentaire s'est complètement effondrée ces dernières années avec l'arrivée de l'e-commerce et l'arrivée d'Amazon. C'est ça qui les pénalise. Philippe Jourdan, vous vouliez intervenir ? Oui, effectivement, c'est la même difficulté, mais je dirais que de modèles disruptifs ou d'ubérisation de la distribution alimentaire, j'y crois pas tellement pour trois raisons. On voit que l'ubérisation, elle fonctionne quand des conditions, au moins 4, sont réunies, qui en l'occurrence s'appliquent mal à la distribution alimentaire. Le premier, il faut des situations de monopole. Il faut très peu d'acteurs qui se partagent un marché intéressant. Le deuxième, il faut des circuits courts. La troisième, il faut que la technologie soit la valeur ajoutée essentielle de l'offre. Dans l'alimentaire, la valeur ajoutée, ça reste quand même le produit. Et donc, il faut aussi des rentes de situation, c'est-à-dire en fait des acteurs qui, par un passé historique et une situation de monopole, ne remplissent pas ou ne répondent pas totalement aux attentes. Je crois qu'il y a aujourd'hui des conditions qui me semblent dans l'alimentaire, ne pas, si vous voulez, être réunis pour qu'on puisse penser qu'une ubérisation extrêmement rapide, telle qu'on a pu les connaître dans les services de transport, de taxi, etc., soit à l'œuvre. Par contre, les technologies, oui, vont diversifier les business models. Je suis d'accord avec vous pour dire que les essais de digitalisation sur les points de vente ont révélé le meilleur comme le pire. Dans le pire, je prendrai aussi un exemple. Je crois que l'accumulation de données et l'utilisation de ces données pour personnaliser des offres, quand elle se traduit par du targeting ou du retargeting à outrance, eh bien, c'est vraiment quelque chose que les consommateurs vont rejeter très très fortement. Donc aujourd'hui, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Les données, elles servent essentiellement. Alors, on dit personnaliser, non, elles servent à cibler. Ce qui est différent. Et comme elles ciblent parfois très mal, elles finissent par irriter. Donc ça, c'est des choses qui vont changer, de toute façon. Aujourd'hui, les technologies dans la digitalisation, elles servent aussi sous prétexte de servir le consommateur, parce que lui, il veut aller vite, il veut que ce soit facile, il veut acheter vite, il veut payer rapidement, mais en réalité, ça sert beaucoup les intérêts du magasin. Et on est sur la même logique que celle dans la grande distribution, qui consiste à dire je vous accorde un prix bas sous réserve que vous preniez à charge une partie de la prestation. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de plaisir à me balader dans un magasin avec une scanette pour jouer à la caissière. D'accord ? Donc, oui, ces applications-là, elles existent, mais elles sont dans l'intérêt du magasin, pas nécessairement du consommateur. Donc, je pense que les applications de demain seront celles qui seront 100% customer-centric. Et elles sont encore pour la plupart à inventer. Cyril Carayon, justement, sur cette question, l'utilisation des données, alors dans quelle mesure, et justement le risque de rejet par le consommateur d'une mauvaise utilisation, qui n'est pas forcément toujours le cas, hein, mais et puis derrière ça, au contraire, à l'inverse, une capacité à réutiliser les données aussi au bénéfice du consommateur. Comment ça peut se passer ? Je pense que effectivement, les deux points qui ont été évoqués, c'est vraiment l'expérience du consommateur. Qu'on soit en magasin ou effectivement qu'on soit sur des réseaux de commerce en digital. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple de dire pourquoi je vais choisir tel produit quand je suis sur un site de vente de e-commerce et derrière je voudrais valoriser mon produit, pourquoi je vais choisir une grande marque, pas la citer, plutôt que Yuji. Et bien effectivement, quand on parlait de la plateforme Alchemix, derrière on a cette possibilité, ce que nous on appelle l'enrichissement. Donc l'enrichissement, c'est de dire, au moment où je vais aller choisir mon produit, à côté, je vais avoir une petite vidéo ou une petite recette qui va me dire, moi j'achète mes produits ou mes ingrédients du produit en question dans un périmètre de X kilomètres ou avec des fournisseurs locaux ou ce sont des produits avec des signes de qualité, label rouge ou AOP ou IGP. Mettre un certain nombre d'informations à côté
sur ce site de vente de e-commerce. Et là, c'est une opportunité. Et là, on est dans l'expérience consommateur. Et je pense que c'est ça, en fait. Voilà. Faut revenir aussi au basique, c'est le consommateur. Et derrière aussi, qui va pousser aussi à l'innovation. Et le digital est un moyen, est un outil. Mais derrière, après, ce qui est important, c'est l'innovation. C'est ce que l'on en fait, quoi. Laurent Faury. Je voulais juste citer parmi les plus belles innovations de ces dernières années, finalement, quand on regarde dans la distribution, c'est dans le physique, moi c'est le modèle Grand Frais qui m'a impressionné. Grand Frais finalement a complètement repensé son type de magasin, la façon de travailler avec les producteurs locaux, la façon de les mettre en avant. C'est agréable d'aller dans ce genre de magasin. Il n'y a pas une once, ou en tout cas il n'y a pas beaucoup de digital dans Grand Frais. La convergence elle n'existe pas avec le digital, mais c'est à mon sens une très très belle réussite d'innovation de modèle. Parce qu'elle est sur le produit aussi. Et justement, comme disait Philippe Jourdan, la valeur ajoutée du commerce alimentaire, ça reste quand même le produit. Et alors, justement, petite question pour nos industriels agroalimentaires. Serge Papin évoquait une réartisanalisation. Une capacité que le magasin aura à refabriquer en fait ses produits. Hein, je ne sais plus, il citait les charcuteries, lui. Alors, est-ce que pour les industriels agroalimentaires, c'est une menace ou en tout cas une nouvelle donne à laquelle il faut se préparer? Comme chaque fois qu'on fait un SWOT, hein, la menace est une opportunité, l'opportunité est une menace. Moi, je pense, ça dépend de comment on regarde le monde et comment on le considère. Je pense en tout cas que c'est une véritable opportunité. En fait, pour les industriels, là j'entends, le fait de pouvoir relocaliser de la production et de pouvoir proposer à des industriels, parfois nos industriels sont, il faut imaginer que les industriels dont on est en train de parler, c'est pas Danone, hein, c'est des TPE, des PME, souvent ils viennent du monde de l'artisanal. Et ils sont devenus plus gros et ils se sont industrialisés parce qu'ils étaient des artisans qui avaient la nécessité de rationaliser leur process pour pouvoir devenir plus gros. Voilà. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à certains artisans. Donc la frontière, elle est des fois très légère. Donc effectivement, pour moi, ça reste une opportunité et pas que dans le caviar. Évidemment, quand on fait du caviar, de faire du sur-mesure, ça tombe sous le sens. C'est une des logiques du marketing du luxe. Et de l'offre du luxe, mais dans l'agroalimentaire, on a aussi cette possibilité-là. Et à ce titre-là, c'est une vraie opportunité. D'ailleurs, quand on a l'Ariana, où on reçoit les gens de la grande distribution, que ce soit Michel-Édouard Leclerc, avec qui je me suis entretenu, avec M. Papin aussi, on est tous d'accord. D'ailleurs, c'était une sorte de pied de nez que je leur faisais, en leur disant, finalement, les PME, les TPE de l'agroalimentaire, vont peut-être vous aider à vous réinventer. Parce qu'ils ont la nécessité absolue de se réinventer. Et quand on réfléchit, si on pousse le bouchon un peu plus loin, l'omnicanal, c'est cette opportunité-là pour les PME, les TPE, c'est que il va obliger la distribution physique à reconsidérer l'offre locale, parce qu'un mec comme Amazon, il va avoir du mal à le faire. Franchement. Il va avoir beaucoup de mal à le faire. Et c'est même pas sûr qu'il soit intéressé par le faire. Si, il va y avoir, comme ça existe déjà aux États-Unis, Amazon Premium qui te permet de pouvoir avoir le petit mec du coin, mais qui est déjà, ils ont déjà segmenté leur offre parce que c'est des malins. Mais le gros du premium, c'est le PGC qu'on retrouve hyper ennuyeux, qu'on retrouve dans la plupart des hypermarchés. Et les hypermarchés vont être obligés à ce niveau-là de changer leur manière de travailler, et c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire, et c'est ce que M. Papin nous a dit. L'omnicanal, il faut vraiment, parce que c'est le bon terme, c'est quand même du Auchan, c'est de l'omnicanal, ça va permettre de pouvoir multiplier, encore une fois, l'offre, et c'est ça qui est génial. Encore une fois, je reprends toujours cet exemple d'Illico Fresco, parce que je trouve que c'est malin. Je ne sais pas si ça passera, si demain ce sera là, mais c'est plutôt malin, parce qu'on mange différemment. Voilà. Alors, juste en complément sur Amazon, je crois savoir qu'à Berlin, dans sa dernière implantation à Berlin, Amazon s'ouvre non pas à des artisans industriels, mais à des commerçants artisans. Mais là, c'est une autre problématique. Hein, ça rentre dans la même logique. C'est leur offre premium à New York, c'est pareil, c'est-à-dire le petit traiteur local ou la petite boulangerie locale ou le petit pâtissier local, il peut participer dans l'offre premium au flux d'affaires. Oui. Philippe Briffaut, je vous pose la même question, même si j'imagine, bon, vous n'êtes pas trop inquiet sur des produits pour bébés surgelés. Bon, a priori, ça ne va pas être du fait maison tout de suite. Mais est-ce que vous avez quand même une vision sur l'avenir de la vocation du fournisseur industriel agroalimentaire dans la distribution de demain? Alors, on pourrait tout envisager, hein, à partir du moment où chaque bébé est unique.
on pourrait très bien imaginer que demain vous veniez en magasin avec votre bébé et que il y a un bar à Yuji qui vous prépare votre formule ou en tout cas votre mix de galets dédié. Enfin, bon, après il y a une question d'exécution, de rentabilité. Moi, je trouve que le meilleur exemple de ce que dit Serge Papin, c'est un peu les bars à sushi. Et en même temps, ça a créé des opportunités pour des artisans de passer d'une proposition industrielle à une proposition plus artisanale. Voilà. Aujourd'hui, c'était le début du discours de Serge Papin. Ils ont besoin, je pense, de faire revenir les gens en magasin et quel que soit le circuit de distribution et le type de produit, parce que le consommateur, il va pas passer de l'hypermarché au magasin de proximité ou au drive. Il va être, alors je sais pas si c'est multicanal ou omnicanal, mais il va acheter certains produits à certains moments dans certains canaux et ainsi de suite. Donc la vraie question, et c'est vrai que c'est une opportunité pour nous, et je pense que, enfin, c'est le discours des différentes de la FEFT et le discours de l'ARIA et de toutes les collectivités. Aujourd'hui, ce qui fait la différenciation d'un magasin, c'est pas les grandes marques, c'est les TPE, c'est les PME, c'est les artisans. Et c'est effectivement, encore une fois, c'est pas pour reparler de Yuji, mais aujourd'hui, un magasin qui a Yuji, qui n'a pas de concurrents à moins de 50 km qui ont nos produits, bah, voilà, forcément, il crée du trafic. Demain, s'il fait ça avec un bon boucher, enfin, on revient à des choses un peu classiques. Mais c'est une manière de se différencier, de travailler une offre locale, de travailler une offre avec des PME, des TPE. Et puis en fait, ça les oblige à être bons. En fait, oui. Comme ils sont obligés de se réinventer, la concurrence c'est super bon. Et ça les oblige à refaire leur métier de base, qui est de sélectionner les bons fournisseurs, d'écouter leurs clients dans leur zone de chalandise, et de se dire, bah, dans ma zone de chalandise, de quoi ils ont besoin. Je vous laisse la parole, mais d'ailleurs, on a l'impression, à vous entendre, que finalement, vous êtes peut-être plus optimiste qu'eux-mêmes sur leur propre avenir. Mais encore une fois, la concurrence, ça a toujours été ultra sain, et ils vont effectivement avoir un gâteau à partager, mais comme je leur explique toujours, un pourcentage, ça se calcule sur une assiette. Si l'assiette est plus haute... Oui. Je trouve extrêmement intéressant l'échange qui vient d'avoir lieu, parce que ça rejoint une réflexion qu'un des intervenants cet après-midi a eue lors d'un des débats, en disant finalement ce qui va peut-être être la ligne de démarcation entre le e-commerce et l'achat en magasin, c'est un e-commerce qu'on va voir grossir sur les achats de besoins. Et il serait peut-être temps que le commerce physique finalement se réapproprie l'autre pendant, qui n'est pas le besoin, mais qui est le plaisir. Et le plaisir, ça a quelque chose de formidable, hein. C'est d'abord que ça laisse des traces durables, que ça donne envie de recommencer, et que du côté des marques et des distributeurs, ça permet également d'avoir des marges plus confortables, plus élevées, parce que quand on prend du plaisir, on regarde un peu moins le prix. Alors, il ne faut pas se leurrer non plus. J'anime beaucoup de cours sur le marketing émotionnel, etc. Et puis, de temps en temps, je suis bien obligé d'avouer que le plaisir, pour ça, il faut avoir un peu de budget, il faut avoir un peu de pouvoir d'achat, il faut avoir un peu de latitude tous les mois pour aller au-delà du strict nécessaire et du strict besoin. Mais je crois que c'est très vrai. Je pense que le e-commerce va progresser sur le besoin, et il reste à nos commerçants de réinvestir cette dimension plaisir. Mais, pardon, excusez-moi, mais je réagis par rapport à ça. Effectivement, le portefeuille est limité, mais après c'est une histoire de ventilation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que justement la part de l'alimentaire aujourd'hui dans les budgets des ménages diminue pour faire part à des choses comme ça ou autres, et donc peut-être que demain justement l'achat
de tout ce qui peut être acheté sur Internet et à des prix défiant toute concurrence. Parce que là, encore une fois, moi je suis en train d'acheter une climatisation. Quand tu vas sur Cdiscount et que tu vois ce qui se passe dans la réalité, bah, tu vas chez Cdiscount. Et l'argent que tu économises, du coup, bah, tu peux l'utiliser pour pouvoir le dédier au plaisir. Et le plaisir, quand même, surtout dans nos cultures à nous, c'est quand même le food et le liquide, food and wine. Et donc, pour nous, industriels de ce secteur, on peut imaginer que les tendances qui sont aujourd'hui des tendances malheureusement récurrentes d'une année sur l'autre vont peut-être s'inverser parce qu'on va dépenser de manière plus maligne sur tout ce qui va être chiant et du coup on va passer plus d'argent sur ce qui est plus lié au plaisir. Donc je suis très très d'accord avec cette remarque. Il va falloir trouver un artisan pour poser la clim maintenant. Alors en dehors de ces problèmes de climatisation, est-ce qu'il y a une autre question, une dernière intervention dans la salle ? Alors, il y en a deux. Alors, monsieur, rapidement, parce que vous avez déjà eu le micro, mais vous avez, vous avez le droit de l'avoir deux fois, et puis vous après. Êtes-vous sûr que dans les tuyaux d'Amazon, il n'y ait pas une OPA prévue sur un distributeur français, ou ailleurs d'ailleurs? Ah, OPA d'Amazon, Laurent Foiry, le financier de l'étape. Alors non, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux d'Amazon, même si j'aimerais bien. De la même manière avec Alibaba, on parle d'Amazon d'un côté de l'Atlantique, mais il y a Alibaba de l'autre côté, qui est très agressif sur le commerce physique, qui rachète des centres commerciaux, qui se déploie de plus en plus en dehors de ses frontières. Alibaba aujourd'hui accompagne des marques ou des enseignes essentiellement de luxe, mais de moins en moins pour ouvrir le marché chinois. Donc ils ont des approches assez intéressantes. Est-ce que demain on verra Amazon, j'en sais rien, qui fusionne avec Walmart? Tout est possible. Amazon commence à racheter des marques, des enseignes. Ils ont essayé de racheter American Apparel en janvier dernier, tant pour la marque de vêtements que pour le réseau de boutiques. Donc peut-être que demain, il y aura une fusion entre les deux. Je ne sais pas, mais tout est possible. Juste pour info, la capitalisation boursière, je viens de regarder de Carrefour, c'est presque 18 milliards hein, quand même. Donc, alors c'est que dalle, oui, mais enfin, sachant que eux-mêmes, leur capitalisation est plus ou moins virtuelle. Donc bon, monsieur. Mais la trésor n'est pas virtuelle chez Amazon. Ouais. Bonjour, c'est une question. On a beaucoup parlé de l'offre et de la place, et notamment les circuits de distribution, et l'offre pour s'adapter aux consommateurs. Mais concernant la promotion et le prix, et notamment la guerre des prix qui a eu lieu dans la grande distribution, mais sur l'ensemble des canaux avec la comparaison grâce au digital des prix, vous parliez de ces discounts tout à l'heure, dans la distribution alimentaire, comment vous voyez l'impact du prix et de la promotion sur les consommateurs, mais aussi les fournisseurs et la valorisation des produits? Alors ça, c'est une question pour les industriels, notamment. C'est pour ça que moi je passe qu'avec vente privée, parce que comme c'est dégoogelisé, au moins quand t'as pas de prix de référence. Moi en tout cas, je ne passe jamais. C'est une vraie question, c'est une très très bonne question. Je conseille, ou dans notre club commerce au sein de notre association, on déconseille à nos membres de justement avoir des prix références sur des sites qui sont des sites de discount, parce qu'effectivement derrière c'est très négatif par rapport à plein de sujets qui peuvent être des sujets de référencement, des problèmes liés à la marque, à la valeur, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est évident. Donc oui, c'est un vrai, il faut faire attention à ce genre de choses-là, et à ce titre-là, le modèle de vente privée est plutôt malin, parce que justement il s'affranchit de Google. Quelqu'un d'autre veut parler de produit, et pas de valoriser le produit, évidemment. Sur le prix, quelqu'un d'autre veut intervenir? Non. Le web, on a des choses? Oui, un point sur le... C'est vrai qu'Amazon, Alibaba aiguise pas mal les questions des internautes. Est-ce qu'on va se diriger vers des magasins à double vitesse, et en gros vers un mode de consommation en double vitesse, avec une première classe et une deuxième classe par exemple, avec des offres premium comme dans le train? En gros, peut-être une offre le low cost et le non low cost. Donc, tant que de toute façon il y a un besoin de marché, une attente de marché, une segmentation de clients, de consommateurs, les magasins s'adaptent. Mais aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que des chaînes comme Aldi sont pas en train de monter en gamme aujourd'hui? Ça a l'air d'être de plus en plus en termes d'expérience client, on y revient encore, en termes de qualité de produit. Et du coup, ils vont peut-être laisser la place à de nouveaux entrants sur ce segment-là. Oui, puisqu'il y a peut-être deux types de consommateurs finalement qui vont en grande surface. Il y a ceux qui veulent juste faire leurs courses et puis c'est tout, et il y a ceux qui sont sensibles à l'expérience. Ou parfois ça peut être le même, hein, puisqu'on voit dans les panels que à la fois le haut de gamme, pour aller vite, progresse fortement, et en même temps on a une déflation générale qui veut dire que les prix restent tirés vers le bas. Donc c'est la combinaison des deux.
C'est fini pour le web pour l'instant, d'accord. Bon, écoutez, je crois qu'on va conclure maintenant. Juste un petit mot à chacun de nos intervenants. Alors, je ne veux pas leur demander de faire une prophétie qui risquerait de les mettre à mal, surtout qu'on est enregistré. Alors, c'est quand même un peu embêtant. Mais un petit mot de conclusion quand même sur votre vision de la distribution alimentaire en fonction de là où vous vous trouvez. On va peut-être commencer par Cyril Carayan. Écoutez, la vision de la distribution alimentaire demain, pour moi, c'est plus de transparence, c'est quelque chose de simple et fluide aux yeux du consommateur et des différents canaux de distribution, donc dans l'omnicanal, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Merci. Laurent Foiry. Moi, je dirais une désintermédiation de plus en plus, c'est-à-dire un rapprochement des producteurs avec les distributeurs. On n'a pas parlé du tout du modèle de la ruche qui dit oui, mais qui est quand même un modèle qui interpelle. Excusez-moi, donc désintermédiation en un seul mot. Hein. Désintermédiation en un seul mot, exactement, vous avez entièrement raison. Qualité du produit, traçabilité du produit et convergence entre le commerce de proximité de plus en plus qui revient aujourd'hui et la distribution digitale. Philippe Briffaut. Oui, je crois vraiment que, sans faire de prophétie, on va retourner vers des circuits de distribution beaucoup plus éclatés et avec des consommateurs qui peuvent passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que dans la conférence de tout à l'heure, on parlait du marché. Et en fait, c'est assez... Marché artisanal, marché de centre-ville artisanal. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de se dire que finalement, le marché reprend du poil de la bête pour plein de raisons. Et que finalement, Serge Papin dit j'ai envie de recréer enfin, je caricature peut-être son propos, mais j'ai envie de recréer un peu l'expérience du marché dans le magasin. Et voilà. Et nous, pour l'anecdote, on a maintenant 3 pharmacies qui distribuent nos produits, qui sont plus ou moins venus nous chercher. On n'aurait jamais pensé au début du UJ que on allait distribuer dans des pharmacies. Et pourtant, il y a des parents qui sont prêts à aller chez Carrefour pour certains produits et aller en pharmacie acheter leur baby-food, quoi. Donc, et c'est le même client, et peut-être qu'il va chez Lidl acheter des produits à bas prix, parce que, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il y a une question d'arbitrage et de ventilation de son portefeuille d'achat, quoi. Laurent Duhaut. Finalement, on va arriver pratiquement à un consensus sur cette vision, puisque je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. La traçabilité, c'est une évidence. L'omnicanal et les multiples opportunités que l'on a, on voit les AMAP, on voit les marchés, on voit la distribution urbaine, les petits formats qui se multiplient. Donc tout ça, évidemment, vient se rajouter au sacro-saint modèle des années 80 de l'hypermarché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une redistribution des cartes. Donc cette sacro-sainte distribution qui était omnipuissante et omnipotente, aujourd'hui les moins, et donc c'est une opportunité pour le consommateur, grande opportunité pour le consommateur, c'est lui qui va sortir grand gagnant de cela, et une très grande opportunité pour le producteur, qui lui du coup se retrouve un petit peu plus libre de ses mouvements, un petit peu moins soumis au joug de la grande distribution, un peu moins coincé entre l'agriculture qui souffre et la grande distribution qui, elle, essaie toujours évidemment de sauver ses marges. Donc en fait, il va y avoir cette redistribution, c'est une redistribution des cartes, et cette redistribution des cartes fait que c'est assez optimiste à la fois pour nos industriels et à la fois pour les consommateurs. Eh bien, merci Monsieur le Président pour ce mot de synthèse qui, j'espère, satisfera tout le monde. Je vous propose d'applaudir nos intervenants pour les remercier pour cette table ronde, et puis vous applaudir vous-même aussi pour votre curiosité et votre fidélité. Eh bien, ceci est la fin de Fodali 2017, et donc rendez-vous peut-être dans 2 ans. Merci à vous. Ah, pardon, excusez-moi, je n'étais pas au courant justement, je vous regardais pour savoir, et comme vous ne me faisiez pas signe, en effet, nous prenons congé aussi avec le vice-président du Grand Périgueux. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos éclairages tout à fait pertinents sur des questions qui sont des questions complexes, on l'a vu, mais vous l'avez souligné, c'est le retour du marché.
Et dans une ville où il y a de nombreux marchés, de façon hebdomadaire et je dirais pratiquement de façon quotidienne, effectivement, le manger bon, le manger sain, le manger local font des retours en force, et c'est une bonne chose. Et je voudrais m'attarder, moi, sur des notions d'équilibre bien sûr entre les distributeurs et les consommateurs, mais je dirais consomme-acteurs, qui vont avoir le choix. C'est le jeu de la concurrence, vous l'avez souligné, vous avez bien fait, mais aussi avec les notions d'équilibre, d'équilibre pour les producteurs, équilibre entre les producteurs et les grands distributeurs, équilibre aussi entre le commerce de centre-ville et puis les commerces périphériques. Ce sont des questions que nous, les élus, nous appréhendons quotidiennement parce que, comme je le dis, moi qui ai en charge l'économie avec le président Ouzou, que je dois excuser, on doit veiller à ces équilibres, ne pas porter atteinte au commerce des villes-centres, parce que comment dire, au détriment des villes-centres et faire qu'on développe uniquement les commerces à la périphérie. Il y a tous ces équilibres à maintenir. Voilà, merci parce qu'on a eu des débats vraiment très riches, très denses. Vous êtes les acteurs de la vie économique et on a besoin de vos savoir-faire et de vos savoir-être. On a eu l'éclairage aussi, et je les remercie, des universitaires, des sociologues. Le professeur qui nous a quittés aussi tout à l'heure nous a apporté des éclairages tout à fait pertinents. Je voudrais remercier bien sûr l'animateur Benoît Julien qui a, avec toutes ses équipes, vraiment été très efficace. Merci donc à l'ensemble des participants, à l'ensemble des partenaires. Bien sûr, je considère que cette troisième édition est un succès. Et ça nous a permis aussi de voir les évolutions en 2 ans. Moi, je vois de 2015 à 2017 ces évolutions de comportement et je dirais un retour à certaines valeurs d'authenticité, de recherche, bien sûr, de proximité et de santé et surtout de préservation de l'environnement. Et chose nouvelle, j'ai entendu pour la première fois et de façon forte, de respect des animaux même. Ça a été évoqué dans une table ronde. Voilà, alors le bilan à chaud, c'est près de 400 participants physiques, et chose nouvelle, et c'est un plus, 250 participants sur le web, 220 rendez-vous business, une dimension bien sûr forum augmentée avec une mobilisation forte sur le web. Je crois que notre animateur l'a souligné, j'ai entendu 1271 tweets, si c'est bien exact, et plus d'1 million de hashtags d'affirmés pour la lecture d'affiches. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, vraiment des conférences de grande qualité. Donc moi je proposerai, je l'ai déjà proposé puisque je l'ai dit hier soir, je le répète, j'ai fait un petit rapport ultra rapide à notre président. Je proposerai le maintien et le développement de cette belle manifestation et je vous donne rendez-vous dans 2 ans, voilà, avec certainement des évolutions très notables que vous nous aiderez à décrypter. Merci beaucoup messieurs. Très bonne soirée.